Salut tout le monde, bienvenue à Critique dans la tête. Mon nom c'est Héroïque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Total War Warhammer. C'est mon deuxième tutoriel de 3. Celui-ci, ça va être sur les combats de Total War. Donc, si vous avez déjà joué au jeu Total War, vous allez connaître à peu près pas mal tout de ce que je vais dire. Si vous n'avez jamais joué à aucun Total War, ça va être utile pour vous. Donc, je sais pas si vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. On commence maintenant. Là, en ce moment, j'ai Skrulk, des Skaven du clan Pestilence. On est au tour 26. Je me suis déjà mis dans une situation où je vais pouvoir vous parler de tous les petits trucs que je veux vous parler. Premièrement, on va commencer avec... Je vais vous expliquer... Il existe 3 types de personnages dans ce jeu-là. Il existe les lords, les héros, puis les unités. Ici, on a un lord. Un lord, c'est le personnage qui gère une armée. Ici, on a les unités. Un lord peut avoir jusqu'à 20 unités dans son groupe, incluant lui et incluant les héros. Les unités sont diverses, il y en a vraiment plusieurs. Chaque faction a ses propres unités et ses propres types d'unités. Chaque faction n'a pas les mêmes types d'unités. Comme par exemple, les Skaven qu'on joue en ce moment n'auront pas de cavalerie. Il va y avoir certaines factions qui n'auront pas d'engin de siège. Les morts-vivants dans Total War Warhammer 1, ils n'ont pas d'armes de jet. Donc, chacun a ses petites spécificités. Mais il y a des choses qui reviennent pour toutes les factions. C'est ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Là, quand on veut recruter des unités, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on s'en va ici, puis on peut recruter parmi toutes les unités qui sont disponibles à construire dans ma province. L'unité que je joue en ce moment est au sein d'un village, Mark of the Old Ones. Donc, vu qu'elle est déjà dans un village, elle peut recruter des unités. On va dire que je recrute ça, puis je recrute ça. Puis je peux aussi recruter des unités globalement. Qu'est-ce que ça fait recruter des unités globalement? Ça prend 2 fois plus de temps, puis ça coûte plus cher. Quel intérêt? Ça permet de produire plus rapidement, puis ça permet aussi d'acheter des unités quand on n'est pas dans une province à nous. On peut acheter des unités dans le recrutement global quand on est en territoire ennemi. Comment? Je vais vous expliquer ça tranquillement, pas vite, mais pas tout de suite. C'est ça, il y a les lords, les unités, puis il y a aussi des héros. Je vais vous expliquer comment recruter un lord. Un lord, on clique ici. Dans chacune de nos villes, ça nous permet de recruter des lords. On a accès à un pool de lords différents qui ont tous des caractéristiques différentes. Plus que vous avez de DLC, plus que vous avez de types de lords différents, mais là, pour le besoin de la cause, même si je les ai tous, je vais vous les montrer. Donc, on voit ici, lui, ça dit la sorte. C'est un Gracier, puis Ruin. Ça, c'est le type de magie qu'il fait. Ça, c'est un magicien. Donc, lui, il dit c'est un type de magicien, puis voici la magie qu'il fait. Lui, c'est un personnage un peu hybride. C'est un combattant magicien, mais ils ont tout le temps la même sorte de magie, donc ils n'ont pas besoin de spécifier. Là, si vous continuez, vous allez voir Warlord, donc ça, c'est un combattant, etc. Qu'est-ce qui est important de noter, c'est il y a un coût pour acheter les héros, puis il y a un coût par tour, comme toutes les unités. Il y a aussi, bon, ça c'est une spécificité des Skaven. Les elfes noirs aussi ont ça, c'est de la loyauté. Mais vu que toutes les races n'ont pas ça, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Ce que toutes les races ont par contre, c'est des attributs. Donc ici, vous voyez, c'est marqué discipline. Ça, c'est ce héros-ci donne ce bonus-là. Là, ça dit un bonus de leadership et un bonus de mêlée dans toute son armée qu'il possède. Donc ça, c'est particulièrement bon avec les Skaven, vu que les Skaven n'ont pas beaucoup de loyauté. Puis en fait, ils n'ont pas beaucoup de leadership. Donc ça, c'est très bon. Ils ont tous d'autres pouvoirs. Lui, ça va être un pouvoir. Donc c'est un pouvoir dans ses statistiques. Donc c'est bon juste pour lui, pas pour son armée. Lui aussi.
Donc, on peut regarder les différentes statistiques, on peut choisir. Comme lui, on voit, lui, il y a quelque chose de spécial, si c'est marqué, il donne un bonus de magie pour toutes les armées dans toute la faction. Donc ça, ce héros-là, il va faire profiter de son pouvoir à tout le monde. Donc c'est vraiment, on choisit les héros qu'on a besoin au moment qu'on en a besoin. Pas les héros, j'ai dit héros, mais je veux dire Lord. On choisit le Lord qu'on a besoin pour le contexte spécifique. Les Lords commencent tous niveau 1. On peut construire plusieurs structures qui leur permettent d'être plus haut niveau en partant, mais en général, ils augmentent de niveau en faisant des combats puis en tuant des unités. Donc, c'est ici qu'on recrute les Lords, c'est ici qu'on recrute les héros. Les héros, il y a plusieurs types de héros. Comme vous voyez, les Skaven, ils ont accès à 3 en ce moment. Ils vont avoir accès à un 4e héros quand que le DLC va sortir bientôt. Donc, c'est ça. Chaque faction a accès à plusieurs types de héros. Au moins 2, ça peut aller jusqu'à 4. Puis il y en a certaines qui ont plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire qu'ils ont des magiciens, puis les magiciens ont 3-4 sortes de magie qu'ils peuvent avoir. Là, en ce moment, j'ai construit 2 structures. Pour pouvoir acheter des lords, ça prend rien. Dès qu'on commence le jeu, le taux 1, on peut acheter des lords. J'ai-tu dit lord? Des lords. Quand on va acheter un lord, il n'y a aucun prérequis. Dès que on commence à taux 1, on peut les acheter. Les héros, par contre, c'est différent. Les héros, il faut construire une structure spécifique pour pouvoir l'avoir. Comme vous voyez, j'en ai 2 qui sont débloqués. Les prêtres et les ingénieurs. Puis ici, lui, il n'est pas disponible. Si mon curseur ici, ça va me dire il faut que je construise cette structure-là pour avoir accès aux assassins. Je ne sais pas encore. C'est pas plus grave que ça. Je vais vous montrer avec les autres. Comme vous voyez aussi, il y a un signe ici qui dit le nombre de héros disponibles à recruter, puis le nombre maximum. Là, j'en ai 1 sur 1. Donc, je ne peux pas recruter plus d'ingénieurs. Par contre, des prêtres, j'en ai 2 et j'ai la possibilité de 3. Donc, encore pour les héros, comme pour les lords, ils ont des attributs. Je pourrais magasiner, celui-là va donner plus d'objets magiques, celui-là va donner plus de dégâts, et ça va être ses statistiques. Lui, il va permettre à l'armée dans laquelle il va se joindre d'être plus furtive. Donc, admettons, je veux lui. Si je le veux, je le recrute. Il a un coût 1400, 260 par tour. Ok, je l'ai. Les armées, les lords, ils permettent d'avoir des armées. On ne peut pas déplacer d'unités sans avoir de lord. Par contre, les héros, c'est distinct. Les héros, ils peuvent soit être utiles sur la map de campagne ou soit être utiles dans une armée. Qu'est-ce qu'ils font dans une armée? Dans une armée, ils combattent. Ils peuvent aller se battre au corps à corps ou faire de la magie s'ils sont capables. En l'occurrence, là, on vient de prendre un prêtre, un Plague Priest. Donc, lui, il est capable de combattre et de faire la magie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi autre chose. Il donne des bonus. Si on regarde, ici à gauche, ça dit tout ce que le héros peut faire. Ce héros-ci peut faire quelque chose. La première section, c'est ce qu'il fait quand je le joins à une armée. Là, ça dit qu'il va lui permettre d'obtenir plus d'objets magiques quand on combat. Le deuxième truc, c'est quand il est sur la map de campagne et non dans une armée, il génère plus de corruption. Puis le dernier, c'est les actions que le héros peut faire offensivement. Chaque héros font des choses distinctes. Chaque type de héros font des choses distinctes, en fait. Tous les prêtres vont faire ça. L'assassin va faire d'autres choses. Comme l'assassin, il va être plus un meurtrier. Il va être meilleur pour tuer. Puis l'ingénieur, lui, il va avoir d'autres attributs. Si on regarde ici, c'est pas les mêmes qui sont marqués. On va dire l'ingénieur, quand on joue à un groupe, lui, il va permettre à l'armée de se déplacer plus loin. Lui, le pouvoir qu'il a sur la map, c'est qu'il donne plus d'argent dans la province où il se trouve. Puis ça, c'est les actions qu'il peut faire offensivement. Chaque héros peut faire une action sur une armée, une action sur une ville, puis une action sur un héros ennemi. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire?
Lui, il peut voler des technologies, OK? Il peut attaquer un autre héros ennemi, puis il peut réduire le mouvement d'un ennemi. Qu'est-ce que ça fait? Là, par exemple, j'ai choisi une partie où mon héros est en position d'attaquer un héros ennemi. Si je clique droit sur le héros ennemi, je peux faire ce qui était marqué. Qu'est-ce qui était marqué? Sur un héros, je peux le blesser. Donc, il ne pourra pas l'assassiner, mais il va falloir le sortir du jeu temporairement. Donc, je vais regarder encore. Là, ça me dit, j'ai 36% de chance de réussir. On y va. J'ai raté. Il y a un coût monétaire pour le faire. Mais en ce moment, j'ai 7000 pièces d'or, donc ça vaut la peine. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Lui, on regarde. Ça, c'est un prêtre. Lui, si je l'envoie sur une ville, ça dit Damage Wall. Je vais essayer. Ça, on voit Damage Wall, ça coûte 555. Là, c'est gris. Pourquoi? Ça veut dire que je peux pas le faire. S'il y aurait un mur, j'aurais 61% de chance de faire un trou dans son mur. Puis après ça, quand je voudrais l'attaquer avec une armée, ce serait plus facile. Là, je peux pas. Pourquoi? C'est simple. C'est un village, c'est pas une ville, il n'y a pas de mur. Parce qu'en effet, dans toutes les provinces, il y a une ville et il y a plusieurs villages. Un ou plusieurs villages. Quand la ville a toujours une muraille pour se défendre, puis et aussi plus de défenseurs, les villages, pas nécessairement. Il faut construire une garnison pour pouvoir le faire. On construit une garnison dans un village, ça crée un mur automatiquement et ça fait en sorte qu'il y a plus de défenseurs aussi. Donc, c'est plus dur à attaquer. Si vous voulez défendre un endroit stratégique où vous avez des frontières aussi dangereuses, bien, vous construisez les garnisons, puis vous allez être capable de vous défendre plus adéquatement. Donc, là, je vous explique comment recruter des unités, comment recruter des lords, comment recruter des héros. Chaque partie que vous allez lancer, vous allez choisir une faction. Vous allez choisir une race et une faction. Donc, moi, j'ai choisi Skaven, puis j'ai choisi la faction Pestilence. À chaque fois qu'on a une faction, quand on crée une partie, on choisit un seigneur légendaire. C'est un lord légendaire. Moi, c'est Skald que j'ai. Quand je vous ai dit dans l'autre podcast d'avant, vous pouvez aller le voir si vous voulez, mais je vous ai dit que diplomatiquement, on peut confédérer. Si je confédère avec une autre faction, je peux absorber tous ces lords, son lord légendaire aussi. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Les lords légendaires sont pas mal plus forts. Ils ont aussi des missions spéciales pour obtenir des objets magiques uniques à eux-mêmes qui sont très puissants. Aussi, les lords légendaires ne peuvent pas mourir. Tandis que les autres lords, pour qu'ils soient immortels, il faut attendre le niveau 20, il faut acheter un talent. Donc, c'est moins facile. Ça prend du temps avant qu'ils soient immortels. Il faut plus les protéger. Là, j'avais recruté un héros. Je vais aller chercher. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est lui. Les héros comme les lords peuvent gagner de l'expérience en combattant ou en faisant des actions offensives. Si je prends celui-là, celui qu'on vient de recruter, le prêtre, je peux aller attaquer une ville ennemie ou attaquer un héros ennemi puis gagner de l'expérience. Quand il y a de l'expérience, ils montent de niveau. Là, j'ai un pouvoir spécial avec mon lord légendaire qui fait en sorte que mes prêtres, ils commencent à un certain niveau. Donc, ils commencent au niveau 4. Quand nos personnages montent de niveau, on peut cliquer sur le chiffre ici, puis là, on peut aller acheter les talents qu'on veut. Comme, on va dire, admettons, lui, je veux qu'il soit meilleur pour blesser les héros ennemis. Ok, c'est bon. Je pourrais dire, je veux qu'il soit meilleur pour détruire les murs. Ok, c'est bon. Là, on voit ici le nombre de points qui me reste. Il m'en reste un. Bon, je peux magasiner. Je pourrais dire, je veux qu'il donne plus de corruption. Un point dedans, c'est bon. Comme vous voyez, il y a des petits cadenas. Ça fait en sorte qu'on peut juste se débloquer à un certain niveau. Au niveau 5, je vais pouvoir débloquer le deuxième, etc.
Fait que c'est le même pour tous les héros. Ils ont juste pas les mêmes pouvoirs. OK. Donc, ça, c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour les héros. Je me suis fait une petite liste de choses que je voulais pas oublier de dire. OK. Quand on a une armée, j'ai une armée ici. J'en ai deux, mais je vais prendre celle-là. On peut on peut faire des actions spéciales avec notre armée. On peut se déplacer, normalement. Si je clique droit, mon unité va se déplacer. On voit que le champ d'action de mon armée, c'est la ligne jaune. Jusqu'ici, ça se rend jusqu'ici. OK? Il y a aussi une ligne pointillée qui est ici. Ça, c'est si je fais une marche forcée, mon armée peut se rendre jusque-là. Là, c'est dans l'eau, en l'occurrence, il ne peut pas aller loin, là. Mais, puis ici, il faut traverser le gué, donc je peux pas me rendre loin non plus. Mais c'est comme ça. Fait que ça, c'est une affaire intéressante à savoir. Ça, c'est juste visuellement. On va centrer un peu. C'est juste visuellement ce qu'on voit, qu'est-ce que ça peut être ici. Bon, maintenant, les actions que l'armée peut faire. Je peux, ici, on voit, il y a une liste. Le premier en haut, c'est... Non, excusez. Le premier en haut, c'est une marche forcée. Ça donne plus de mouvement. Ça nous permet de se déplacer jusqu'où il y a les pointillés. La deuxième action, c'est embuscade. Embuscade, c'est très utile. Il y a un coût à ça. Il faut qu'il nous reste 25% d'expérience. Pas d'expérience de déplacement. Quand on le fait, notre armée, il y a le petit symbole qui est là, qui apparaît. Puis notre armée est invisible, sauf les ennemis à découvre. Ça fait en sorte que s'il y a un ennemi qui passe dans notre zone, on va assassiner l'armée adverse. On va tout de suite tomber en combat, puis on va l'empêcher de progresser. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Quand je viens ici, là, il faut que je me garde assez de mouvement. Là, j'ai plus que 25% de mouvement. Je peux me placer en embuscade. Vous voyez un rond rouge autour de mon armée. S'il y a une armée ennemie qui passe là, automatiquement, j'engage le combat. Elle ne peut pas se sauver, elle ne peut pas refuser le combat, elle est obligée de combattre. Pas juste ça. Elle est obligée de combattre. Là, après ça, il y a un pourcentage de chance que si je réussis ce pourcentage-là, l'ennemi n'a pas le droit de positionner ses unités comme elle veut, puis moi, je peux positionner mon armée tout autour d'elle. Donc, je peux l'encercler. Ça a un avantage stratégique majeur. Donc, c'est aussi très utile quand on a deux armées. Comme là, j'ai une armée, celle de Brom, qui est vraiment pas bonne. C'est toutes des unités très très faibles qu'elle a. Puis l'autre armée que j'ai, de Skulk, ici, c'est une armée pas mal plus puissante. Il y a plusieurs catapultes, il y a des ogreras, il y a des Plague Monks, un héros. Donc, elle rend plus fort. Si j'aurais pris Skulk, je l'aurais mis en embuscade, puis je l'aurais mis collé sur elle dans la distance du rond rouge. J'aurais laissé cette armée-là, mais pas en mode embuscade. Ben, l'ennemi aurait pu vouloir assassiner Brom. Puis Skrog, s'il aurait été en embuscade, l'ennemi, au lieu d'attaquer une armée, il se serait ramassé en 1 contre 2. Tout d'un coup, j'aurais eu 40 unités pour pouvoir le combattre. Ça aurait fait une grosse différence. Donc, c'est stratégiquement très, très, très utile, ça. Il y a une habilité ici, une autre action qui s'appelle Raid. Raid, ce que ça permet de faire, essentiellement, pour la plupart des races, c'est de ramasser de l'argent. On vole l'argent à l'autre ville où est-ce qu'on fait ça. Évidemment, il faut pas faire ça sur des factions alliées ou des amis ou même des neutres. Dès qu'on le fait, ils vont commencer à pas nous aimer parce qu'on leur vole l'argent. Ça a aussi d'autres avantages pour certaines factions, comme les Skaven, ça donne de la nourriture, les Elfes noirs, ça donne des esclaves, puis les orques, ça donne l'esprit combatif, là. Mais principalement, pour toutes les factions, ça donne l'argent, puis aussi, l'autre chose que ça fait, c'est que ça nuit à l'ordre public. Dans l'autre vidéo d'avant, je vais expliquer l'ordre public, qu'est-ce que ça fait quand on tombe dans le négatif.
à 100 dans le rouge, comme lui, on le voit, là, il est en moins 96. Dans un tour, il va tomber à moins 100 et plus. Ça peut pas être plus pire que moins 100. Donc, il va arrêter à moins 100, mais il va avoir une rébellion. Il va avoir une armée qui va apparaître à côté de lui, puis il va être obligé de la combattre. Puis ça a mal pour lui, parce qu'il va avoir une rébellion, puis je vais voler sa capitale, je vais vous le montrer. Aussi, les autres actions qu'il y a. Il y a le campement. Le campement, c'est quand on a 50% de notre mouvement, on peut faire un campement. Le campement, il donne un petit bonus de défense à notre armée. C'est mineur, ça ne change pas grand-chose comme bonus, ça. Mais ça fait deux choses vraiment, vraiment importantes. La première, c'est que ça permet de régénérer nos troupes, même en territoire ennemi. Donc ça, c'est bon, parce que normalement, pour régénérer nos troupes, il faut soit être dans notre territoire à nous, ou être en mode campement. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. La deuxième chose que ça fait, campement, qui est vraiment puissant, c'est que ça nous permet de recruter des unités dans le pôle d'unité globale, de recrutement global. Comme ici, je l'avais fait dans ma ville. J'en ai recruté 3. Mais si j'aurais eu assez de mouvement avec cette armée-là, j'aurais pu me mettre en mode campement puis recruter des unités dans le même pool. Par contre, il faut que je spécifie quelque chose, c'est que le maximum d'unités recrutables, c'est la même pour toutes les armées de tout notre empire. Donc, en ce moment, c'est 3. Donc, si j'aurais voulu recruter avec Brom ici, j'aurais dû attendre 2 tours avant de pouvoir commencer. Parce que lui, ce personnage-là, ça va y prendre 2 tours avant d'avoir fini de recruter ces 3 unités-là. Si j'aurais vraiment préféré que ce soit l'armée ici qui le recrute, il aurait fallu que j'annule. Puis je recrute avec lui. Donc, ça, c'est pourquoi le campement, c'est vraiment, vraiment important. Dans ce jeu-là, si on va susciter une armée en combat, c'est-à-dire si on veut avoir 2 armées qui se supportent l'une l'autre, il faut que les 2 armées soient collées. On voit le rond rouge autour de mon armée. Il faut que ça soit à cette distance-là, les 2 armées l'une de l'autre. Donc, moi, je veux que cette armée-ci supporte l'armée qui assiège. Donc, je vais échanger Je vais changer l'action, puis je vais le descendre. Ah ben, Colin. OK. Normalement, je devrais pouvoir passer, mais vu qu'il y a une armée neutre qui a décidé de se placer à côté, puis de me bloquer le chemin, je me rends pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de me mettre en marche forcée. C'est quand même utile, parce que ça me permet de dire quelque chose que j'allais oublier. En marche forcée, on peut pas combattre. C'est-à-dire, on ne peut pas agresser. On peut juste se défendre. Puis quand on se défend, notre armée est fatiguée. Donc, en combat, on va avoir des pénalités assez importantes. Toutefois, là, le nombre va être plus important que la force des unités. Surtout que ces unités, lui, sont vraiment pas bonnes. Donc, je vais l'avancer pour qu'il supporte mon armée principale quand même. Aussi, une chose importante à mentionner, quand une armée A en attaque une armée B, l'armée B a l'option de fuir. Elle peut se déplacer, ça lui permet de se déplacer à une distance assez courte, mais quand même, elle va pouvoir se déplacer. Puis si on veut continuer l'attaque, il faut la poursuivre puis la réattaquer dans le même tour. Elle ne peut pas se retraiter comme ça plus qu'une fois. Par contre, si on est en marche forcée, on ne peut pas fuir. Notre armée est déjà fatiguée au bout du mouvement, épuisée, elle ne peut pas. Si elle se fait attaquer, elle est obligée de se défendre, puis elle se défend avec les mêmes pénalités que je vous ai dit. Donc, je pensez-y bien, la marche forcée, c'est très utile pour déplacer ses armées sur de longues distances. Sauf quand on arrive en terrain dangereux où il y a plusieurs armées ennemies dans le coin, c'est mieux de ne pas se mettre en marche forcée, c'est mieux de se mettre en déplacement ordinaire. Donc, c'est pas mal ça. Je vais engager le combat contre la ville pour vous montrer c'est quoi un siège.
Par contre, juste avant, j'ai une dernière chose à dire. Dans la map de campagne, quand on combat, si on gagne un combat contre une armée, on va avoir des choix de soit avoir de l'expérience. On va tout le temps avoir de l'expérience, un peu d'argent. On va pouvoir avoir soit de l'argent, récupérer un peu plus de points de vie, des choses comme ça. Ça, c'est la récompense du combat. Par contre, il y a quelque chose d'autre. À chaque fois qu'on va vaincre un seigneur de légende, pas un seigneur ordinaire, un seigneur de légende, comme le mien, c'est Skrulk. Si quelqu'un va combattre Skrulk puis va gagner contre lui, il va gagner un attribut spécial unique à ce personnage-là. Chaque seigneur de légende donne un attribut spécial quand on va le vaincre. Puis la seule personne qui va avoir cet attribut-là, c'est le Lord qui va l'avoir vaincu. Donc, si Skrulk attaque, en l'occurrence, le chef de cette armée-là, qui est Teclis, si Skrulk le vainc, va réussir à le vaincre, je vais avoir un attribut spécial. Qui, lui, c'est de la magie qu'il donne. Il y en a d'autres qui donnent tous des pouvoirs différents, en fait. Il n'y en a aucun qui est pareil. Donc, je sais que dans Les Morts Vivants, Isabella von Karstein, dans le premier Total War, elle donne régénération. Fait que quand on la tue, on va rendre le pouvoir de régénération. C'est super puissant. Il y a beaucoup de pouvoirs comme ça qui sont très puissants. Ils sont pas équivalents. Certains sont négligibles, puis d'autres sont vraiment, vraiment bons. Donc ça, c'est une affaire. Donc, si votre Lord de légende de vous, comme moi, Skrulk, je pourrais essayer qu'il parte à la guerre, puis qu'il essaye d'assassiner, puis de combattre tous les Lords de légende pour qu'il y ait tous les bonus différents. C'est le fun, puis c'est un petit plus dans le jeu. Donc là, je vais attaquer Star Tower. Bon, maintenant on arrive à l'écran de pré-combat. Ça, c'est ce que vous allez voir à chaque fois que vous allez faire un combat. Première chose, à regarder, c'est à gauche, on voit nos forces en présence. C'est utile de voir que mes deux armées sont là. Si par hasard, il y en aurait juste une, ça voudrait dire que la deuxième n'est pas assez proche. Donc, là, je pourrais dire, oh, attends, je refuse le combat maintenant, je vais la déplacer, puis je le recommence après. On peut voir à droite les troupes des ennemis. On voit qu'ils ont toutes des unités qui sont des lanciers, puis qui ont des armes de jet en plus. Donc, son armée est pratiquement uniquement comprise d'unités qui ont des armes de jet. Ils ont une créature qui vole, puis un engin de siège, qui est une baliste. Bon, OK. Fait que là, ça, c'est la première chose à remarquer. Ça, vous allez le découvrir en jouant à quel point les unités sont puissantes, à quel point que votre armée est composée d'une façon à pouvoir vaincre cette armée-là efficacement. Par contre, l'ordinateur vous donne aussi un peu d'aide. Si vous regardez ici, il y a une jauge. Il y a une jauge avec une barre jaune et une barre rouge. La proportion de jaune, c'est la proportion de chance de gagner que vous avez par rapport à lui. C'est la puissance de vos forces par rapport aux siennes. L'ordinateur calcule ça d'une façon un peu obscure, on va dire, parce que parfois, il vous donne le désavantage, puis vous allez gagner. Puis plus vous allez être habitué à jouer, plus vous allez utiliser des stratégies efficaces, plus que vous allez pouvoir tourner la balance à votre faveur, même si l'ordinateur dit que vous êtes désavantagé. Toutefois, en ce moment, vous voyez le nombre de forces. Je suis vraiment plus fort que lui. Si ça serait inversé, j'aurais ça de force, puis ça serait l'ordinateur, probablement que je ferais comme, je reculerais, parce que même en étant très bon, c'est pas mal sûr que je perdrais. OK. Quand on attaque une ville, un village, quand on attaque un village ordinaire, on n'a pas besoin d'engin de siège, on n'a pas besoin on peut juste attaquer, en fait, puis vaincre les unités qu'il y a là. Par contre, quand il y a c'est une ville, Star Tower, c'est la capitale des elfes hauts de Teclis. Quand on attaque une ville, il y a tout le temps une muraille, donc
On peut pas l'affronter, on peut pas l'attaquer de front à moins de deux conditions. Soit qu'on a nous-mêmes des engins de siège. Là, ça donne que j'en ai 6 ici. C'est des catapultes. Donc, on les voit ici. Donc, j'aurais même pas besoin d'attendre. Je pourrais tout de suite arriver puis attaquer. Ou, on peut construire des engins de siège qui vont supporter notre armée. Ça, c'est juste quand on attaque une ville qui a des murailles, on peut faire ça. Il y a le bélier, puis la tour de siège. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux... c'est pas vraiment des unités, c'est des objets de support de notre armée. C'est un bélier, si j'en fais un, il va y avoir une armée dans mon groupe qui va avoir un bélier, puis qui va être capable de défoncer les portes de la ville. C'est très utile quand même, mais pas autant que ça. La tour de siège, ça c'est très puissant. C'est une tour qui arrive lentement, qui protège les troupes qui sont avec, puis dès qu'ils arrivent sur le bord d'un mur, nos unités descendent directement sur le mur. C'est très puissant. Ces deux engins de siège-là prennent un nombre de temps à construire. Si on regarde, celui-là prend 2 tours. Celui-là, il prend 1 tour. Puis, il y a un calcul qui se fait dans la construction des engins, que c'est un nombre de forces, je sais pas comment ils calculent ça, c'est pas tant important. L'important, c'est qu'on le voit ici quand on les achète. Fait qu'on voit qu'en 1 tour, j'en ai un. En 2 tours, finalement, il me donne les 2. Là, ça fait déjà 2 tours que j'attends, avant qu'on commence même la partie. Donc, j'ai un de chaque, donc je vais pouvoir montrer les 2 engins, qu'est-ce qu'ils font. Quand on attaque, on a les options ici. Ça, c'est combattre maintenant. Ça, c'est laisser l'ordinateur résoudre le combat. Souvent, ça se base là-dessus. Mais il nous fait parfois des pertes assez sérieuses. Puis aussi, il nous tue des unités importantes qu'on aurait protégées soi-même, sinon. Il y a ça qui nous permet de se retirer du combat. Si je me retire du combat, je perds tous mes engins de siège ici. J'ai peur. Si je rattaque tout de suite après, il va falloir que je les reconstruise. Ça, c'est maintenir le siège. Si on maintient le siège, il ne se passe rien. Je vais juste continuer. Par contre, il y a une autre information qu'il faut que je mentionne. Ici, il y a deux icônes. En fait, il y en a 3. Le premier à gauche, c'est le nombre de tours que ça prend en mode siège avant que les troupes qui se défendent commencent à perdre des points de vie à cause de l'attrition. Ça veut dire que si mon armée, je la laisse là pendant 6 tours, à partir de 6 tours, les défenseurs qui sont ici vont commencer à perdre genre 20% de leur point de vie. Fait que là, à partir de ce temps-là, ils vont commencer à avoir de la misère. Si mon armée était vraiment moins forte, puis c'était plus égal, lui, il pourrait attendre, puis moi, je pourrais ne pas attaquer tout de suite, puis je pourrais attendre de le fatiguer. Sauf que lui, il attendrait pour avoir du renfort, mais éventuellement, si le renfort vient pas, lui-même serait obligé peut-être de sortir de la ville pour me combattre, puis il perdrait tous les avantages de la muraille. Donc, ça, c'est quand même important. Le deuxième, c'est le nombre de tours que ça prend si on est juste en mode siège pour que la ville elle se rende complètement à nous. Mais honnêtement, j'ai joué des centaines d'heures à ce jeu-là, puis j'ai jamais utilisé cette habilité-là. C'est trop long. On n'attend pas 12 tours pour une conquête. Notre armée, on la paye pendant longtemps. Dans ce cas-là, 2 armées. Fait que on n'attendrait pas si longtemps que ça. Ici, c'est plus important, c'est le nombre de brèches qu'il y a dans le mur. Tantôt, j'ai dit les héros peuvent faire des brèches dans les murs. Là, dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire. Mais j'ai des catapultes, des engins de siège, puis notre force est tellement grosse par rapport à l'ordinateur que ça me fait pas vraiment peur. Donc, là, je vais lancer la partie. Pensez à ça quand vous allez voir le combat. Imaginez s'il y a des trous dans la muraille. Vous allez voir que ça ferait une différence. Bon, pendant que l'écran charge,
je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. Le jeu, il fonctionne un peu comme un roche-papier-ciseaux. Certaines unités sont plus fortes contre d'autres, puis ces mêmes unités-là sont plus fortes contre d'autres. Il y a comme un genre de cycle qui se fait. Là, ici, on a la map de la ville. Il y a 2 portes, on les voit. Tout le jaune, c'est où nous, on va se déployer. Tout le rouge, c'est où ce que l'ordinateur va se déployer. Puis on voit sa muraille. Il va y avoir des tours de défense tout le tour qui vont pouvoir être utilisés s'il y a des unités à côté d'elle. OK. Donc là, on voit. Première chose importante à regarder quand on commence une partie, on regarde les minimaps, on voit le mur, il est comme ça, avec nos 2 portes. Lui, il va être obligé de séparer son armée pour défendre tout ce qu'il peut. Si on met toute notre armée d'un bord, il va se défendre tout d'un bord. Si on sépare notre armée en 2, il va se défendre des 2 bords. Là, ici, déployé, on voit mon armée à moi, c'est tous ces 20 bonhommes-là. C'est tous les bonhommes qui sont dans l'armée de Skrull. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai 2 armées. Où est ma deuxième armée? Elle n'est pas encore là. On voit, il y a une petite ligne jaune ici. Si on clique, on va voir, il y a un petit symbole ici. Ça veut dire que toute ma deuxième armée va arriver par ici. Donc là, en commençant, je peux commencer à me dire, est-ce que j'attaque par ici, puis ma deuxième armée va arriver en support à la même place, ou j'attaque par ici, puis je me prends ma deuxième armée, puis... Excusez-moi. Ou je prends ma deuxième armée, puis j'attaque d'un côté, puis l'autre de l'autre. Fait que, pour le moment, je vais décider que je vais attaquer les 2 côtés. Fait que je vais mettre une armée ici. OK. Fait que là, quand on place une unité, on peut, premièrement, sélectionner comme ça, clic gauche, clic droit pour déplacer le groupe. Quand on veut placer notre unité, il faut choisir de quel sens on la place. Parce que là, en ce moment, l'armée, elle regarde à droite. Mais moi, je veux pas que l'armée regarde à droite. Le combat, il est en face. Pour la faire changer de sens, on clique droit, puis on garde le doigt sur le enfoncé, puis on choisit la formation qu'on veut. Là, elle regarde du mon bord. Là, j'en mets une deuxième. Je la placerai comme ça. Puis je la placerai là. J'en mets une troisième. Celle-là, pour une raison particulière, je veux qu'elle soit vraiment une autre forme. Je peux la mettre tout petite. Quel avantage il y a à créer plus de profondeur, puis quel avantage il y a à en avoir une plus étroite? Je clique. Plus qu'il y a de profondeur d'unité, plus que c'est difficile à un groupe ennemi, une cavalerie ou un monstre ennemi de la traverser. Plus que est faite sur le large, l'armée, plus que nos unités il va y avoir beaucoup d'unités qui vont pouvoir combattre en même temps. Donc, infliger plus de dégâts potentiellement. Quel intérêt il y a à avoir une colonne comme ça? L'intérêt qu'il y a, c'est qu'elle va pouvoir se faufiler peut-être entre 2 unités, puis passer en arrière et aller, admettons, attaquer les archers, attaquer les catapultes, etc. Donc, c'est à vous de décider sur le moment ou de votre stratégie comment vous voulez placer ça. OK? Ce qu'on peut faire aussi, on peut toutes les sélectionner, clic droit, puis les placer d'une façon. Ça, c'est bon. OK, on voit ça. Cool. On peut aussi faire un groupe. Comment faire un groupe? On peut soit... premièrement, pour sélectionner les unités, on peut soit cliquer gauche, sélectionner un groupe d'unités comme ça, ou on peut les sélectionner une à une ici. On peut, avec Shift, on peut en sélectionner un groupe. Avec Control, on peut en sélectionner comme ça, sans toutes les choisir ensemble. On peut aussi, sans Control, double-clic, on sélectionne toutes les unités d'un même type. Puis là, on peut les placer. Comme là, j'aurais tous mes fantassins. Je
pourrais toutes les mettre sur la première ligne en avant comme ça. Là, il me resterait les autres à déplacer. Comme là, il m'en resterait... J'en aurais moins comme ça. On peut aussi faire des groupes. On va dire je veux celui-là, celui-là, celui-là. Je les mettrais ici. Je pourrais faire CTRL. On va les placer d'une façon bizarre pour le faire. OK. Fait que je pourrais toutes les avoir. Là. J'ai sélectionné ces trois-là. Si je fais CTRL 1, ça va être mon groupe 1. Si j'en prends un autre groupe ici, je peux les mettre ici. Ça pourrait être CTRL 2, mon deuxième groupe. Vous pouvez faire ça sur toute votre armée si vous voulez. Maintenant, vu qu'ils sont en groupe, je vais pouvoir, si il y a un petit cadenas ici. Si le cadenas il est comme ça, je peux déplacer, ou on va dire je vais prendre celle-là. Le groupe 2, le cadenas, s'il est débarré, je peux les déplacer n'importe comment, les reformer, les mettre à bien n'importe comment. Tandis que quand le cadenas il est fermé, je peux plus les déplacer de même. Je peux juste bouger le groupe au complet, mais garde sa formation. Fait que c'est particulièrement utile que quand on veut déplacer tout notre groupe en combat, faire clic, tout le monde s'en va par là, tard, ils s'en vont tous se placer dans la même formation ensemble. Donc, ça peut être utile. Tandis que si j'ai un groupe qui est tout... que le cadenas il est débarré, admettons qu'il est comme ça, ben si je le replace, il va se replacer quand même en ligne. L'ordinateur va le replacer. Donc, ça, c'est une affaire utile à savoir. Aussi, quand vous déplacez votre groupe, si vous voulez tout déplacer un groupe ensemble et garder toute la formation que vous avez au complet, même si ce n'est pas un groupe, vous pouvez garder votre droit enfoncé sur Alt. Vous cliquez clic gauche puis vous déplacez votre groupe au complet. Puis là, ils se déplacent tous. Et ils gardent toute l'information. Ça, c'est vraiment, vraiment utile. Puis ça marche même quand le combat est lancé. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre par rapport à ça? Le reste, ce serait plus facile de l'expliquer peut-être quand la partie va être commencée. Fait que je vais placer mes bonhommes, bien vite. Je vais le placer un peu n'importe comment parce que s'en fout un peu. Je vais gagner, on est trop fort. Évidemment, les engins de tir, normalement, c'est mieux de les garder en arrière. Vous voyez, quand je mets mon curseur sur une unité qui tire, on voit l'angle de tir, puis on voit jusqu'où il tire. On va dire, là, si je clique sur... je mets mon curseur sur une catapulte, on voit elle tire jusqu'ici. Donc, c'est utile pour savoir comment les placer. Aussi, si on veut voir toutes nos unités, où ce qu'ils peuvent tirer, on peut faire espace. Puis là, on voit, il affiche les zones de tir de tout le monde. De mes unités et les unités ennemies aussi. D'autres choses importantes à mentionner. Les héros et les lords légendaires, ils ont des halos autour d'eux. Vous voyez un halo bleu? Ça veut dire que toutes les unités qui sont dans cette zone-là, ils ont un bonus de morale. C'est important, donc, de prendre ces héros et ces lords, puis les positionner d'une façon à ce qu'ils puissent faire bénéficier le plus d'unités possible. Donc, quand on les sépare, ça permet à deux parties de notre armée d'être couverts par le bonus de morale. C'est vraiment, vraiment utile. OK, bon, ouais, dernière chose avant que je commence le combat. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu plus tard. Le jeu nous assigne des unités avec les engins de 16 qu'on a construits. Ça, c'est le bélier. Si par hasard, là, il m'a mis un Plague Monk dessus, ce qui est bon quand même, mais admettons que c'est pas ça, je voudrais. Il y a un bouton ici qui permet de laisser tomber l'engin. Là, je peux replacer comme je veux mes Plague Monk dans mon armée parce que je veux pas qu'ils soient là. Si ce que je voulais qu'il soit là, ça se joue à lui, ben là, je peux recliquer, clic droit dessus, power.
Là, finalement, c'est lui qui a l'engin de siège. Donc, c'est utile de savoir. Fait que là, que je sais qu'il y a un engin de siège qui est l'outil pour défoncer la porte sur ce fantassin-là. Fait que là, je suis quand même pas épais. Je vais le mettre en face de la porte, sinon il n'y arrivera jamais. Parce que c'est lent, ces engins-là. Là, on voit ici, il y a deux symboles. Ça, c'est les tours de guet. Pas les tours de guet, les tours de siège. Ça débarque sur les murs. Excusez. Donc, si je veux qu'ils débarquent sur les murs, il faut que je les mette en direction des murs que je veux. Je vais en mettre un là, puis un là. Les unités qui sont dessus, c'est déjà des unités archi-offensives pour moi. Donc, pour moi, c'est parfait. OK. Fait qu'on va se préparer à commencer. À chaque fois qu'on commence une partie, si on a un utilisateur de magie dans notre groupe, c'est-à-dire un héros ou un lord qui font de la magie, là, dans ce cas-là, c'est les deux. On a cet écran-là qui apparaît. Ça nous dit combien de points de magie on a en partant. Ça, c'est des points de magie qui sont partagés par tous les utilisateurs de la magie de tout le combat qu'on a de notre armée. Donc, ces deux-là vont se partager à 2,21. On peut faire gamble pour faire au hasard pour qu'il y ait une variation dans le nombre de points. Voilà, je vais le faire pour le fun. Là, j'ai perdu mon gamble, j'ai perdu un point. C'est pas plus grave que ça. On peut commencer le déploiement. Là, on peut placer notre armée comme on veut. On l'a placé, on est satisfait. On peut faire commencer le combat. Maintenant, ici en haut à droite, c'est bien important, il y a la vitesse du combat. On peut faire que ça va plus vite, ou on peut faire pause pour donner les ordres. Moi, c'est ça que j'aime faire en partant. Donc, on peut donner des ordres. On va prendre, mettons, nos tours. On va dire, va sur le mur. Comme vous voyez, il y a une ligne rouge, ça veut dire que c'est la commande qu'on a donnée. On va prendre le deuxième. On va lui dire, va sur l'autre mur ici. OK? Puis, on va prendre lui. On va dire, va défoncer la porte. Il peut pas défoncer les murs. Ah ben oui. Ah non, c'est ça. Il peut pas défoncer les murs. Il peut juste défoncer la porte. Les tours peuvent juste descendre sur les murs, évidemment. Donc, c'est ça. Nos catapultes, les balistes, les anges de siège comme ça qu'on a dans nos armées, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant parce qu'ils ont des options que personne d'autre a. Ils peuvent soit aider à détruire la porte. La porte, vous voyez qu'il y a un nombre de dommages puis un nombre de dommages reçus. Finalement, là, c'est à 0 puisque j'ai pas encore attaqué. Je peux soit attaquer la porte avec mes engins de siège, ce qui est quand même bon si on veut rentrer par la porte plus vite. Je peux aussi attaquer un mur. Ça, c'est pas mal plus solide que la porte, mais c'est intéressant si on veut pouvoir avoir plusieurs accès. Toutes les unités, les fantassins, peuvent attaquer les portes, mais ça détruit vraiment pas rapidement comparé à un bélier ou les catapultes. Les catapultes peuvent détruire les murs, donc je pourrais envoyer toutes mes petites unités normales, poche, attaquer la porte. Mais dans ce cas-là, je le ferai pas vu que j'ai un bélier, c'est encore mieux, fait que j'ai envoyé le bélier là, puis je vais dire à mes unités d'attendre, puis après ça, dès que la porte va être détruite, je vais rentrer avec mes unités. Puis avec mes catapultes, je pourrais détruire les murs. Ou je pourrais attaquer des tours. On voit ici, il y a une tour ennemie. On voit, il y a les lignes rouges. Il y a une autre tour là. Une autre tour là. Puis une autre là. Si je fais espace, on va aller voir les lignes rouges qui disent où les tours peuvent tirer. Donc, c'est une option que aucune autre unité peut avoir. Donc, considérant ça, je vais utiliser toutes mes catapultes, puis je vais détruire, admettons, une tour. Je pourrais aussi attaquer les unités qui sont sur la muraille. C'est bon aussi, mais détruire les tours, ça peut être intéressant. Fait que je détruis une tour. Là, j'ai placé mes autres engins. Maintenant, je vais déplacer mes unités. Là, j'ai pris un fantassin. Avec un fantassin, je peux soit lui dire d'attendre dès qu'il y a assez de trous dans les murs ou dans les portes. Après ça, je peux attaquer ceux qui sont là. Ou je peux leur dire de gravir la muraille en l'escaladant.
Ça prend du temps, escalader. Notre unité est plus faible, est vulnérable pendant qu'elle grimpe, puis quand elle réussit à grimper, quand elle arrive en haut, est exténuée. Exténuée, ça donne beaucoup de pénalités. Par contre, des fois, c'est quand même mieux de faire ça. Parce que les combattants qui sont sur la muraille, c'est tous des archers. Donc, eux autres, ils vont être forts contre nous. Si on attend, c'est nous autres qui vont être pénalisés. Fait que dans ce cas-là, on va dire, on va y aller. Fait qu'on va prendre chacune des armées qu'on a. On peut leur dire de monter ces murailles. On n'est pas obligé de dire à toute notre armée de monter non plus. Là. Comme ça, là, mettons, on va leur dire de venir ici. On va leur dire de s'approcher, mais ils ne monteront pas sa muraille. Il y a certains monstres aussi qui sont particulièrement bons pour détruire les murailles. Puis certains peuvent même détruire les murs. Mais celui qu'on a, l'ogre-rat, il ne peut pas détruire le mur. On pourrait lui dire de l'attaquer la porte. Bah oui, c'est ça qu'on va faire. On va détruire la porte. OK. Ça, c'est notre deuxième armée. Ici. Fait qu'elle va attaquer par l'autre côté. Elle, on va leur dire d'attaquer l'autre porte. Eux autres, ils n'ont pas de bélier. Puis le héros de cette armée-là, il est ici. On va dire d'aller là. Lui aussi, c'est un magicien, donc j'ai 3 magiciens pour 22 points de magie. Maintenant, je vais vous expliquer l'interface, comment elle fonctionne. Là, quand on clique sur une unité, on va prendre les fantassins. Pourquoi ça marche pas? On va faire avancer un peu la vitesse. On a les options suivantes. Le premier bouton ici, c'est pour courir ou pas. Si on le décoche, notre unité va marcher. Quel avantage il y a à marcher par rapport à courir? C'est que pendant que notre unité marche, elle est très lente, mais elle ne devient pas fatiguée. Tandis que si on la fait courir à la longue, notre unité, en combattant, en courant, en gravissant les murailles, il va accumuler de la fatigue, puis au long du combat, elle va être de moins en moins efficace. Si les ennemis n'ont pas besoin de se déplacer, puis nous autres, on se déplace sur des longues distances, on va être fatigué, puis pas eux. Donc, ils vont être en avantage sur nous. Là, en ce moment, on se fait tirer dessus par des tours, puis il y a plein d'archers, fait que toute notre armée, on va la laisser courir. Fait que ça, c'est le premier bouton. Deuxième bouton, c'est pour combattre en mêlée. J'ai pas d'unité de jet ordinaire. Quand on a une unité de jet ordinaire, on va dire que j'aurai un archer. Il y aura un icône ici que ce sera un arc. Quand on clique sur l'arc qui est en surbrillance, ça veut dire que notre unité tire à volonté. Ah ben lui, il va marcher. Ah ouais, ok, lui là. Fait que ça veut dire qu'il tire à volonté, je le décoche, il tire pas jusqu'à ce que moi, je le fasse manuellement puis je tire. Ça fait en sorte qu'on peut préserver les munitions de certaines unités. Les munitions, on les voit ici, c'est la ligne brune en dessous de la ligne verte. Ça, c'est le nombre de munitions qui reste. Là, on voit que ma catapulte, il reste encore beaucoup de munitions, mais elle en a utilisé un peu. Les unités qui tirent ont toutes un nombre de munitions différentes. Vous voyez, tout à gauche, il y a plein de statistiques. Ça, je ne vais pas les expliquer parce que chaque unité de tout le jeu ont toutes des statistiques différentes. Mais vous allez pouvoir, en essayant toutes les armées, vous allez finir par découvrir lesquelles qui font quoi, etc. Là. Donc, on est rendu à l'autre bouton. Ça, c'est le bouton pour dire à notre unité d'arrêter. Donc, s'il est en train de faire une action, on dit arrêter, puis la commande qu'on lui a dit d'aller faire, ça, on va dire que je cliquais sur l'unité que j'avais dit d'aller attaquer le mur. Et elle, mettons, ben là, je pourrais dire arrête, puis là, elle bouge plus. Comme vous voyez, elle arrête de courir, elle fait plus rien. Le quatrième bouton, c'est pour faire un groupe, c'est contrôle, puis peser sur une unité. Formation, on voit qu'il y a 2 options. C'est soit mettre les unités
les unités de mêlée en avant ou soit mettre les unités à distance en avant. Mais j'en ai pas des unités qui... J'en ai pas des arcs. Les seules que j'ai, c'est des catapultes, puis ça compte pas. De toute façon, il y a personne qui mettrait ses engins de tir en avant, là. OK. Puis l'autre bouton ici, lui, il est bien, bien utile. Ça, c'est le mode de garde. Ça fait en sorte que quand on clique dessus, nos unités vont combattre, mais à la seconde qu'il y a un ennemi qui va se mettre à fuir, notre unité ne le poursuit pas. Ça veut dire que si je laisse mon ogre pour défendre mes catapultes, si quelqu'un vient combattre, puis j'envoie mon ogre l'attaquer, mon ogre dès que l'ennemi va se mettre à fuir, il va pas le poursuivre. Donc, ça a l'avantage que mon unité va pas se ramasser à l'autre bout de la map parce qu'il poursuit une unité qui saute comme une épée. Fait que je vais pas laisser vulnérable mes catapultes. Ça fait en sorte que si mon ogre, je veux qu'il poursuive un ennemi, puis qu'il le tue jusqu'à ce qu'il l'extermine, ben je vais laisser ça comme ça. Si je veux qu'elle combatte, puis je veux pas qu'il le poursuive, ben je vais le mettre en surbrillance, puis je vais pouvoir m'assurer qu'après, son combat va rester où ce qu'elle est. Ça fait aussi en sorte que quand on fait une formation, on met tous nos fantassins autour de nos archers, admettons, ils vont combattre, puis ils vont rester autour des archers. Ils vont pas fuir ou poursuivre à l'infini. Donc ça, c'est bien utile. Ce bouton-là, quand on l'active, ça fait en sorte qu'on dit à notre unité de sortir la map, puis de sauver. Quand on fait ça, ça donne une pénalité à notre armée. Parce que ça fait comme si on prend une unité qui est apte au combat, puis on l'enlève. Donc, ça donne une petite pénalité à toute notre armée. D'autres choses qui donnent des pénalités à toute notre armée, c'est si on se fait tuer tous nos héros, puis si on se fait tuer notre lord. Ça donne une grosse pénalité de morale. Puis ça fait en sorte que toute notre armée peut se mettre à fuir assez rapidement. Une autre chose, quand nos armées sont comme ça, à chaque fois qu'ils reçoivent des dégâts, ils perdent du moral. Si je clique sur cette armée-ci, on voit qu'il y a une flèche ici. Ça veut dire qu'il reçoit des flèches sur lui, il va perdre du moral. Ok, elle, je sais déjà de faire. On voit Taking Fire. Mais ça dit, on voit le petit compte, ça dit Eager Lord Nearby. Vu que mon Lord est proche, elle est quand même contente. Si ça reçoit les dégâts, trop de dégâts, que mon Lord soit là ou pas, elle va se mettre à fuir, puis son moral va briser. Si il y a une unité qui est ici, qui perd du moral, ça va impacter, puis qu'elle se met à fuir, toutes les unités qui sont proches vont avoir une perte de morale. Fait que ça se peut que ça fasse une réaction en chaîne, elle fuit, ça fait fuir elle, ça fait fuir, puis ça se peut que toute mon armée se mette à... ça soit la débandade totale. Donc, c'est ça qui est ça. C'est vraiment quelque chose d'important, puis c'est un moyen de gagner une guerre, de détruire le Lord ennemi. On peut mettre, on enclenche la partie, on place nos pions, on met des bonnes unités contre les unités des autres. Un peu le roche-papier-ciseaux, c'est-à-dire on prend des lanciers, on les met contre les cavaliers, on prend les cavaliers, on essaie de faire le tour, d'attaquer dans le dos, on essaie d'attaquer les archers, etc. C'est toujours un très bon moyen de briser le moral d'une armée, l'attaquer de côté ou dans le dos. Les cavaleries sont des experts pour ça. Ou utiliser des monstres comme les ogreras. Eux autres ont des habiletés spéciales qui font la peur. On a des unités comme l'ogrera, quand on met le curseur dessus, c'est marqué Armor Piercing. Ça veut dire qu'elle est forte contre les unités qui ont beaucoup d'armure. Comme... moi, dans mon armée, j'en ai aucun qui ont beaucoup d'armure. Par contre, j'ai des unités qui ont shield. Shield, ça veut dire que s'il y a des flèches qui leur sont lancées, ils sont plus résistants. Donc, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire les archers tirés sur des unités qui ont shield, c'est un peu moins bon. Fait vous allez apprendre tranquillement pas vite quelle unité est bonne contre laquelle au fil du temps. Là, ça va faire déjà 1 heure, j'essaie de faire ça vite. Quand on fait un assaut, les choses qui sont importantes à savoir, les tours, il y a un carré rouge, un rectangle rouge que vous voyez ici, là.
Il est là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des unités dans cette zone-là pour que la tour soit apte à combattre. S'il n'y a personne dedans, la tour va arrêter de tirer. Donc, ça, c'est une des choses. Quand on attaque une ville, le but principal, c'est soit d'éliminer toutes les forces ennemies présentes puis qui se mettent à fuir. Si toutes les unités ennemies se mettent à fuir, c'est comme une bataille ordinaire, on gagne. L'autre moyen de gagner, c'est quand on prend possession de ce territoire ici. Vous voyez, il y a un symbole ici, ça veut dire qu'il est en possession de l'armée ennemie. Si on met des unités dans le carré ici, les unités qui volent pas, les unités qui volent, ça marche pas, ben, si on réussit à rentrer les unités dans la ville, puis on se rend ici, il y a un petit compteur qui est ici qui va se mettre à baisser, puis dès qu'il tombe à 0, on gagne. Peu importe le nombre d'adversaires qui reste. Donc, admettons, ça pourrait être une stratégie d'essayer d'infiltrer la ville avec des unités qui sont invisibles ou peu importe, rentrer dans la ville, aller prendre possession de ce point-là, puis gagner la ville. Donc, je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Et on va partir ça pendant que je regarde. OK. Les unités, quand ils ont des pouvoirs, on va les voir ici, en bas à gauche. Comme si je prends un fantassin, lui, il n'y en a pas. Mais si je prends Scroak, lui, il y a un objet magique que je l'ai équipé, que j'ai réussi à trouver. Fait que j'ai une dose, je pourrais l'activer. Si j'étais à distance respectable, je pourrais l'activer, comme on dit, on le fait ça là. Bon. On clique ici, puis ça marche. Tous les héros puis les lords peuvent avoir des objets qui leur donnent du pouvoir comme ça. Par contre, seulement les héros qui font de la magie ont des pouvoirs magiques ici. Quand on regarde les pouvoirs magiques, on voit il y a un effet. Ils sont tous différents dépendant du type de héros qu'on a. Comme ça peut être donner des bonus. Ça va être créer un vent. Quand on veut créer un vent, on voit ça fait comme un genre de cône. On clique gauche, puis on laisse le doigt enfoncé. On choisit où on veut l'envoyer. Puis après ça s'en va. Ça attaque les ennemis qui sont là. Il faut faire attention, ça peut aussi détruire nos propres unités. Donc, il faut faire attention à comment on l'utilise. Si notre unité coûte moins cher que les unités ennemies, ça vaut peut-être la peine de frapper les deux, mais en général, on essaye d'attaquer juste l'ennemi. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, lui aussi, il a un sortilège. Il a exactement le même, donc je pourrais le faire une deuxième fois. Il aurait son propre cooldown. Donc, je pourrais faire un de chaque. Sauf que le pool de magie, il baisse. Puis c'est le même pour les deux. Donc, il faut quand même limiter puis regarder ce qu'on veut faire. Là, on avait dit à nos unités de monter sur la muraille. Ils sont rendus sur la muraille. Ils combattent. Là, c'est bon. Ceux-là sont pas fatigués parce que les autres sont arrivés avec la tour. Quand ils sont rendus sur la muraille, on peut soit leur dire de combattre sa muraille. Comme là, on va dire à lui d'attaquer là. On va dire à lui d'attaquer l'autre. Puis on a dit à une unité de rentrer en dedans. Là, on peut prendre d'autres unités qui sont dehors encore, qu'on s'était gardé en réserve, puis leur dire monter dans monter dans la tour. Puis là, pour une raison que j'ignore... Ah non, la porte a déjà été détruite. Bon, ben quand la porte est détruite, on peut laisser tomber l'engin de siège. Puis rentrer. J'ai fait un peu n'importe quoi, là. J'ai pas joué les unités. Là. Je peux soit leur dire de rentrer de même. Et ils vont courir comme des épais là-bas. Puis dès que quelqu'un va se mettre dans leur chemin, ils vont être obligés de les affronter. Là à gauche, j'en ai plein. C'est toutes mes unités de ma deuxième armée que je laisse là puis qui font rien. On va les amener ici.
Là, ici, vous voyez, mes unités qui sont là ont réussi à détruire la porte ici. Donc, je peux les rentrer en dedans. Là, normalement, c'est pas aussi facile. Là, c'est juste que on avait tellement d'unités par rapport à l'ennemi. Puis avant que je parte cette game-ci, j'avais comme vaincu 2 autres armées de cette faction-là. Donc, il n'y avait plus rien. Là. Comme vous voyez, la barre jaune puis la barre rouge, les forces ont encore changé. Je suis encore plus avantagé qu'avant. Il reste ici son Lord qui est pas blessé du tout. Donc, si je prends le mien, puis je dis va le combattre, ou je peux prendre même tout le monde et aller le combattre. Si on regarde son Lord, c'est marqué Armor Piercing, anti-large. Ça veut dire que Armored, les unités comme moi j'ai qui sont Armor Piercing, donc lui, l'ogre rat, il serait fort pour combattre le héros. Armored, ça veut dire que les flèches le blessent moins. Puis les unités ordinaires ont plus de misère à le blesser. Donc, il faut vraiment choisir quelle unité utiliser contre qui. Là, j'ai des unités qui s'en viennent, qui vont arriver ici. Ça va se mettre à changer. Je sais pas si on va le temps de le voir, parce que je suis en train de le détruire complètement. Non, et on le verra pas. OK. Fait que là, dans le fond, on a fini le combat. On va arrêter le podcast. Mais juste avant que j'arrête, je veux juste vous mentionner encore. Ce qui est bien, bien important et fondamental à comprendre, c'est que les hommes d'épée fantassins sont bons contre les hommes d'épée fantassins puis contre les archers. Les lanciers sont bons contre les monstres puis contre les cavaleries surtout. Les archers sont bons contre toutes les unités qui sont pas armurées ou qui n'ont pas de bouclier. Ils sont particulièrement forts contre les ennemis qui sont gros. S'il y a un mammouth là, ou un dragon, c'est une grosse créature, fait que c'est plus facile à toucher par les archers. Ça, c'est bon. Les engins de siège, les catapultes, les balistes, etc., en général, ils ont toutes leurs propres spécificités, mais sont plus fortes en général contre les grosses créatures. Il y a quelques exceptions, là. Il y en a qui sont faites contre les infanteries, mais il faut vraiment regarder. Il y a de plusieurs créatures qui volent. Il y en a des créatures qui volent, qui tirent. Il y en a d'autres qui tirent pas. Donc, pour la supériorité aérienne, il y a une autre aspect stratégique. Il y a aussi, comme je l'ai dit, vu que c'est bon d'attaquer les créatures de dos, mais les créatures qui volent peuvent passer carrément par-dessus les unités, attendre que les fantassins en avant ils attaquent, puis corps à corps, puis attaquer les ennemis de dos. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bon. Puis les créatures qui volent en général sont plus fragiles, fait qu'il faut prendre ça en considération. Donc, c'est pas mal ça. Dans le fond, je pense que je vous ai dit pas mal de trucs sur les combats. Je pense pas avoir oublié grand-chose. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez avoir appris quelque chose. Puis, le prochain podcast que je vais faire, ça va être sur les hauts elfes. Si vous voulez voir comment ils fonctionnent, si vous voulez avoir des petits trucs, puis si vous voulez savoir comment faire pour faire des hauts elfes, la faction qui fait le plus d'argent de toutes les factions, revenez pour un autre critique dans la tête. Salut tout le monde!